Bon, alors, euh, bonjour Cécile Gendron. Vous avez fait un mémoire de DU qui nous a particulièrement intéressés, puisqu'il traite des médecines non conventionnelles. Alors après, on les redéfinira, hein. On redéfinira les termes peut-être. Médecine conventionnelle en relation avec des dérives, en particulier les dérives sectaires. Donc, j'aimerais en tout premier lieu que vous vous présentiez un peu, hein, qui vous êtes, et puis dans quel cadre est-ce que vous avez fait ce mémoire? Bonjour, et en tous les cas, ben, merci de me proposer cet échange. J'ai fait cette formation dans le cadre un petit peu de mon champ d'intervention professionnelle, puisque je travaille dans une complémentaire santé et notamment sur le champ de la santé et de l'hospitalisation. Mais j'ai fait cette formation en la finançant par mes propres soins. Donc je parle en mon nom propre, je tiens à le préciser quand même, et non pas du tout au nom de mon employeur. Je ne représente en rien mon employeur actuellement, ce n'est pas lui qui m'a financé la formation. Et donc cette formation s'est déroulée à l'Université des patients, qui fait partie de la faculté de médecine de la Sorbonne, et qui initialement consistait plutôt à former des patients experts qu'on appelle aujourd'hui des patients, partenaires ou des patients ressources, voilà, et qui consistait à valoriser quelque part, par un diplôme, des savoirs expérientiels. Et après, il y a eu d'autres formations, donc qui ont été créées dans cette université, notamment celle que j'ai faite, qui est le DU Démocratie en santé. Donc la démocratie en santé qui existe quand même depuis quelques années. Et donc là, ça vise à donner des compétences à des gens qui seraient des usagers du système de santé, qui peuvent avoir été eux-mêmes patients, mais pas forcément, pas uniquement, pour contribuer au tout le dispositif de démocratie en santé qui avait été initialisé il y a presque 20 ans par Bernard Kouchner, qui donc fait participer les usagers à soit leur parcours de soins, soit la gouvernance du système de santé, des institutions au niveau régional, etc. Ou dans les Alors, établissements de santé, puisque par exemple, il y a des représentants des usagers au conseil d'administration des établissements de santé. dans votre mémoire de soutenance, j'ai noté, lorsque vous vous présentez, que vous avez fréquenté des pratiques non conventionnelles, on va dire un petit peu farfelues. Vous pouvez nous en parler et aussi de votre positionnement actuel à ce sujet? Oui, j'en ai fréquenté beaucoup, à vrai dire. Et des choses, bon, alors farfelu, c'est très subjectif, hein, ce qui peut paraître farfelu à l'un, va être, totalement, objectif pour quelqu'un d'autre, justement parce que dans ces pratiques, j'ai rencontré des gens qui étaient totalement convaincus que c'était, des pratiques, qui avaient fait leurs preuves, et moi, je l'ai dit farfelu tout en les pratiquant. Donc, il y a par exemple quelque chose qui est assez connu, qui est le rebirth, qui consiste à revivre sa naissance. Il y a, bon, alors c'est pareil, il y a des détracteurs et des adeptes de la kinésiologie. Il y a, alors je pratique le yoga depuis 20 ans. Alors le yoga, ça recouvre à la fois une activité physique qui est presque de l'ordre de la gymnastique, mais aussi beaucoup de rituels, heu, voilà, basés sur des croyances qui sont de l'ordre de la religion, et puis des principes de voilà, énergétiques, par exemple, qui sont un peu comme la terre est plate, qui ne sont absolument pas prouvés. Bon, je plaisante un peu en disant ça, hein, mais voilà, et des rituels donc qui peuvent être aussi farfelus que brûler des petits papiers pour déposer
poser avant l'ouverture d'un portail énergétique, ce qu'on a envie d'y laisser, etc. Voilà. Moi, je pratique tout ça avec. Alors ça, là, on est quand même plus dans des choses qui sont du domaine de la superstition, de la croyance, tout ce que on peut peut-être mettre derrière le développement personnel aussi, qui n'est pas forcément la même chose que ce qui est santé. Je le distingue. Moi, mon mémoire, il porte quand même sur le domaine de la santé. Et dans la santé, ben, j'ai été amenée à tester les fleurs de bac. Actuellement, je prends du CBD. Donc, c'est quand même un champ très vaste qui regroupe tout un tas de choses extrêmement diverses. Et par exemple, pourquoi je prends du CBD? Parce que j'ai une maladie rhumatologique qui s'appelle une spondylarthrite, quelque chose d'assez commun, et que quelque part, ma rhumato ne sait pas comment soulager mes douleurs. Donc je teste, voilà. Et il n'y a aucune preuve que c'est efficace, hein, mais moi j'ai la conviction que ça m'aide. Donc dans le rapport que j'ai à tout ça, j'ai la plupart du temps toujours retiré quelque chose de toutes ces pratiques. Quand je retire rien, j'arrête, j'essaie autre chose. Mais j'ai aussi un peu des allers-retours, c'est-à-dire que j'ai des moments de rejet en me disant c'est ridicule. En fait, ça fait aucun effet. Et puis je vais quand même continuer à aller essayer des choses. Voilà, comme par exemple pour soulager mes douleurs rhumatologiques. Et donc voilà, je fais des allers-retours et pour tout ce qui est un peu développement personnel, je me dis que c'est aussi il y a un petit côté un peu addictif qui est que c'est aussi une béquille. Il y a des moments, je me dis: «Arrête un peu, faut savoir affronter, la difficulté, les échecs, les problèmes difficiles de la vie sans tout le temps» j'ai un peu l'impression d'avoir un vélo dont j'aurais pas enlevé les roulettes et je pense qu'on est beaucoup comme ça, donc de temps en temps, je fais un stop et puis, de temps en temps, je réessaie un autre truc. Il y a un mélange de, je pense d'addiction, de aussi, curiosité, de pas pouvoir s'en empêcher, d'aller voir si ça fait quelque chose, ça fait pas quelque chose. Voilà, enfin je n'ai pas abouti la réflexion sur mon propre usage de tout ça. Bon, je dirais aussi qu'on ne va pas négliger non plus, l'intérêt de l'effet placebo et au moins, dans le doute ou, dans l'ignorance, on peut au moins accréditer ces pratiques, de pouvoir, d'être capable de susciter un effet, placebo quoi, tout simplement. Tout à fait et c'est peut-être le cas, par exemple, dans le cas du CBD. Bon, a priori, il n'est pas prouvé que ça soulage des douleurs rhumatologiques, mais peut-être que ça fait un effet placebo, peut-être que ça m'aide juste à dormir et du coup, je sens plus les douleurs, enfin bon, voilà. Mais il y a peut-être en effet un effet placebo, où il va peut-être s'estomper au bout d'un moment, je vais essayer autre chose. Alors, il y a eu un élément, déterminant qui vous a amené à faire ce travail, donc qui est de votre vie personnelle, hein, et de votre entourage. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors bon, il y a 2 choses. Il y avait, déjà, au début de la crise sanitaire, avant cet événement de personnel, Heu, comme je pratique beaucoup de yoga, mes cours de yoga se sont dématérialisés, en Zoom. Ils ont, i voilà, il y avait des tout un tas de groupes de pratiquants, d'élèves, de la prof avec qui je faisais ces cours et avec la crise sanitaire, j'ai déjà eu un 1er pas d'interpellation sur le sujet avec un certain nombre de discours, alors là, pour le coup, farfelus, comment on va se soigner avec de l'ail, de la vitamine, on va faire des exercices de respiration et comme ça, on n'aura pas besoin de se vacciner. Ça, c'est intervenu un peu plus tard, mais puisque notre système immunitaire ira très, très bien. Bon, après, il y avait toutes les théories, la nature se venge et cetera. Donc là, déjà, j'ai commencé à être assez investie par ce sujet sans pour autant à ce moment-là décider d'en faire, le sujet de mon mémoire et puis en août, j'ai eu le décès d'une amie qui, comme beaucoup de mes amies, pratiquait puisque du coup c'est plus le cas pour elle, du jeûne, des voilà et je elle en faisait tous les étés, je l'avais déjà vue faire des jeûnes sur Paris où bon, c'était pas des jeûnes complets, elle buvait des bouillons, des jus, de je ne sais trop quoi. Et là, en fait, dans un jeûne, hydrique, c'est-à-dire, 3 semaines de jeûne à ne boire que de l'eau, elle est décédée, au bout de 3 semaines, et donc ça m'a interpellée par
pour beaucoup de raisons. D'abord, je ne savais pas qu'elle pratiquait le jeûne hydrique, parce que, je me suis dit: «En fait, on n'en avait pas parlé». J'ai une acceptation finalement de ces pratiques, comme si c'était normal et que ça ne pouvait avoir aucun impact sur la santé parce que autour de moi, j'ai, 4, 5, 6, amis qui font des jeûnes, plus ou moins stricts, plus ou moins longs, et que quelque part, voilà, il y a une acceptation comme si c'était quelque chose qui n'avait aucun lien avec la santé, aucun risque. Et donc bon, je me suis interrogée moi sur le fait que je n'avais jamais parlé avec elle des risques et puis sur le fait qu'on pratique tous comme ça, des choses un peu enfin tous, pour beaucoup, hein, en fait, franchement dans mon entourage, Parlez des de choses. 60% des Français dans votre soutenance. Alors, la dernière, étude que j'ai lue, qui est plus récente, dit carrément 8/10 Ah ouais, et c'est vrai que moi, si je regarde mon entourage, c'est le cas et donc c'est énorme. Et donc on a une sorte de comme ça, un peu de passivité sans, enfin moi la première, sans se préoccuper de savoir, s'il y a vraiment, un risque, tout en sachant quand même, par exemple, dans ma prise de CBD, j'ai jamais osé en parler à mon médecin généraliste. Alors que quelque part, ce serait peut-être intelligent de le faire. Il y a peut-être il peut peut-être me dire: «Il y a des interactions avec tous les traitements que vous prenez». Donc voilà, donc ça m'a quand même fortement interpellée, sur mon comportement, mes usages et finalement, le fait qu'on prenne peut-être tous des risques, enfin tous, j'exagère, mais pour beaucoup des risques, sans, voilà, sans, dans un milieu où normalement on est éduqué, on lit, on est plutôt, rationnel. Enfin, cette amie était plutôt rationnelle. Alors donc du coup, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que, suite à son décès, j'ai été regarder ce qui s'était passé, qui était, l'animateur, du jeûne. Donc c'est un naturopathe qui a pignon sur rue, qui tient des propos extrêmement limites et qui est clairement quelqu'un d'extrêmement dangereux et bon, alors il y a une enquête en cours, donc moi je ne sais pas où en est l'enquête, hein, la famille a porté plainte, mais là pour le coup je connais pas les détails de ce qui s'est passé derrière. Hem, il y a eu quand même de nombreux problèmes de ce qui s'est dit dans la presse, lors de ce stage de jeûne, enfin si on peut appeler ça un stage, parce que qui dit stage normalement dit formation. Il y a eu une personne hospitalisée et une qu'il a fallu, rapatrier dans sa famille illico parce que c'était des gens qui avaient visiblement des pathologies lourdes et qui n'étaient pas compatibles, avec cette pratique. d'accord. Alors ce que vous venez de me dire, me fait, arriver, à votre travail et surtout, à son introduction et vous évoquez, justement la définition de la santé de l'OMS. Alors je vais l'afficher là comme ça Mmh. permettra en même temps, de la regarder. Hop, voilà et la définition de l'OMS. Voilà. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là, je dirais, une porte ouverte vers, des pratiques, thérapeutiques non conventionnelles, à risque, dans une définition aussi, large? Alors, ouais, c'est qu'une partie de la définition en fait enfin c'est la définition, mais c'est qu'une partie de ce qui est écrit dans la constitution, de l'OMS. L'OMS écrit aussi que, alors je l'ai noté aussi, hein, l'admission de tous les peuples au bénéfice des connaissances acquises par les sciences médicales, psychologiques et apparentées, une opinion publique éclairée et une coopération active de la part du public et les gouvernements ont la responsabilité de la santé de leur peuple. Ils ne peuvent y faire face qu'en prenant les mesures sanitaires et sociales appropriées. Donc il y a aussi la notion donc de connaissance, d'état de l'art de la recherche scientifique, et surtout d'une opinion publique éclairée. Donc c'est là pour le coup, on s'inscrit clairement dans le cadre du DU de la démocratie en santé. Après, je suis pas non plus, spécialiste du sujet, hein, mais donc je pense qu'il n'y a pas que cette histoire de la phrase que j'avais extraite pour la présentation du sujet.
Oui, je disais ça parce que tout simplement, j'ai vu sur le marché assez souvent des groupes, plus ou moins sectaires, qui faisaient de la Qui lut thérapie, utiliser bien ouais, sûr, ce fameux article, sans présenter aussi, la oui, suite, évidemment. Voilà, c'est une d'accord, exploitation un ouais. peu de alors j'aimerais encore aller plus avant dans votre travail. Vous parlez de la reconnaissance des titres professionnels d'acupuncteur, d'homéopathe, ostéopathe, chiropracteur. Une certaine forme de reconnaissance, hein. Est-ce que, est-ce que ça veut dire que ces pratiques sont éprouvées scientifiquement ou qu'est-ce que ça veut dire exactement cette Alors elles reconnaissance? sont pas du tout éprouvées scientifiquement, elles sont, enfin la reconnaissance c'est on est presque dans l'acceptation. Bon, en même temps, par exemple, pour tout ce qui est ostéopathie, il y a quand même un texte, il y a une réglementation sur un certain nombre d'actes, possibles, c'est quand même encadré par la loi, sans alors c'est un peu paradoxal, hein, sans que ce soit scientifiquement prouvé. Et l'ostéopathie, n'est pas censée, en fait, si on regarde le texte, là, c'est pareil, juridiquement, je ne suis pas spécialiste, hein, moi, je ne suis pas juriste, mais a priori, on est plutôt dans des soins de prévention, de confort. On n'est pas dans du curatif et si tant est ça s'inscrive dans un parcours curatif, cela doit être fait en accord avec le médecin, avec un vrai professionnel de santé, au titre légal du terme. Et pour ce qui est de l'acupuncture, c'est pareil, c'est reconnu et par exemple, ça va être remboursé si elle est pratiquée par un professionnel de santé, par un médecin. L'homéopathie, ben, on sait déjà, que, récemment ça a été, déremboursé et que bon, concrètement, c'est pas interdit, mais la HAS a quand même officialisé qu'elle n'y voyait qu'elle n'avait trouvé aucun effet scientifique et les chiropracteurs, c'est comme pour les ostéopathes. D'accord. Alors c'est pareil pour les DU. Il y a des DU, proposant des médecines complémentaires, va-t-on dire. Est-ce que pour autant, ça les valide, scientifiquement? Non plus, d'ailleurs, c'est écrit, sur le site du ministère de la santé. En fait, ces formations n'engagent que les universités qui les proposent. Mais cela ne veut pas dire, que le ministère de la santé valide, les pratiques, comme, enfin voilà, ou que la science a prouvé, quoi que ce soit sur ces pratiques. D'accord, Après, donc ça doit s'inscrire dans une déontologie, c'est-à-dire que les pouvoirs publics s'octroient le droit d'interdire une formation, mais elle ne valide pas la preuve scientifique, du DU, si, une université voilà, décide de proposer, je ne sais trop quoi d'ailleurs. alors, une autre question et là on approche le cœur de votre travail, hein. Est-ce que vous ne pensez pas, bon, tout d'abord, vous proposez la création d'un observatoire, hein, des PNCAVT, c'est-à-dire pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Moi, j'appellerais ça médecine, complémentaire ou médecine non conventionnelle, hein, pour faire plus simple. Moi, Heu, le terme de médecine me dérange, hein, c'est pour ça que j'avais oui, ouais, les employé, pratiques, voilà, les ouais, pratiques non thérapie, conventionnelles. pratique, je préfère pratique, Oui, voilà. ouais, Médecine c'est me plus dérange juste. beaucoup. Bon, il y en a qui n'hésitent pas à dire que ce sont des médecines, Ouais, mais ça me mais on dérange va quand dire même. des pratiques parce qu'on est Ouais. gentil, hein? Mmh. Alors, comment est-ce que donc vous faites, une vraie proposition, hein, une proposition que je trouve, tout à fait judicieuse puisque plus ou moins on l'a ébauchée, dans notre association GEMPI. Donc vous envisagez alors comment est-ce que vous envisagez de vous protéger de l'entrisme sectaire, hein, dans l'idée de créer un observatoire de ces, pratiques non conventionnelles? Comment se protéger des sectes et des charlatans qui profiteraient de cette aubaine pour, faire partie de l'observatoire, pour avoir une influence, pour faire lobby dans ce type d'observatoire? Est-ce que vous avez prévu des dispositifs? Alors, je ne l'ai pas spécialement prévu, mais je pense que n'importe quel, observatoire, tel que je l'envisage, peut faire l'objet d'entrisme. Ça peut être le cas, par exemple, pour l'Observatoire, des drogues et de la toxicomanie. On sait très bien que tous les cigarettiers, tout producteur, de boissons alcoolisées peut, faire du lobbying, voilà et essayer de faire de l'entrisme, enfin, je dirais que dans tous les secteurs, il y a ça, comme, Total a caché, des études, disant que l'extraction et l'usage, du pétrole pouvait avoir un
l'impact sur le climat. Enfin, on aura ça. Donc moi, je suis pas rentrée dans ce niveau de détail, hein. C'est quand même une proposition de 30 pages, mais je pense que là, il faut mettre un dispositif pour lutter contre l'entrisme, comme il peut y en avoir dans tous des sujets qu'on veut objectiver, où on veut faire de la recherche. Et après, cet observatoire, il a surtout pas pour but de cautionner. Il a pour but, comme le fait l'Observatoire des drogues et de la toxicomanie, de faire des études, des enquêtes, d'étudier l'usage, de cartographier l'existant, d'identifier les nouvelles pratiques, les nouveaux usages, les nouvelles substances, d'être un peu en amont en amont, et pas d'attendre qu'il justement, par exemple, qu'il y ait des dérives et d'essayer d'identifier ce qui va présenter des risques, de catégoriser aussi. Alors, je détaille pas ça, j'y réfléchis un peu a posteriori, mais de pouvoir un petit peu, alors c'est peut-être un travail de presque de sociologie, de qu'est-ce qui tient du développement perso de la santé, qu'est-ce qui ressort de la croyance du soin, et du soin, qu'est-ce qui est une pratique physique, qu'est-ce qui est une absorption de substances, parce que par exemple juridiquement ça peut aussi avoir des impacts, c'est pas forcément la même chose. Qu'est-ce qui est en accès individuel ou avec un praticien, par exemple, je peux absorber mon CBD qui se vend en boutique partout dans Paris, et il y a des pratiques qui vont se faire plutôt en groupe, ou avec un praticien. Qu'est-ce qui a déjà fait l'objet de recherche et par qui? Qu'est-ce qui n'a pas encore fait l'objet de recherche? Qu'est-ce qui, bon alors là pour le coup, l'objet de dérive et de risque d'emprise ou voire de décès, là pour le coup, il y a déjà quand même, il y a vous, il y a la Miviludes qui travaille déjà là-dessus. Et puis questionner l'usage aussi. Et là, on est franchement dans un travail, oui, un peu de sociologie, mais ce n'est pas pour le cautionner, c'est pour aussi le partager avec la science, le partager avec les professionnels de santé, que chacun ne fasse pas sa petite tambouille dans son coin. Voilà, il y a des établissements, alors vous avez parlé des universités qui proposent des DU, il y a des établissements qui proposent tout un tas d'intégrer tout un tas de ces pratiques dans leur parcours de soins, notamment en oncologie. Voilà, mais ce sont des initiatives quelque part qui n'engagent qu'eux. Donc l'idée, c'est un peu de questionner l'usage, de savoir pourquoi il y a ce recours à ces pratiques de soins. Donc il ressort que c'est souvent pour lutter contre la douleur dans des maladies chroniques, et aussi beaucoup dans les parcours en oncologie. Donc il faut peut-être creuser l'usage pour pouvoir ensuite inciter la science à s'en emparer, et que ce ne soient pas des initiatives d'un établissement ou un autre, mais voilà, des pratiques dans le parcours de soins, enfin des évolutions du parcours de soins partagées par tous. Voilà, identifier aussi les cibles, qui, pourquoi, voilà, parce que ce ne sont pas forcément des gens, comme je le dis dans le mémoire, mon amie n'était pas quelqu'un de crédule et d'inculte, bien au contraire. Donc il y a aussi quelque chose à creuser derrière ça. Et elle, elle pratiquait ça, notamment par exemple pour perdre du poids, parce qu'elle était persuadée que elle était en meilleure santé après avoir fait des jeûnes. Comme la plupart des gens que je connais qui font des jeûnes, selon eux, et là c'est pareil, moi j'ai pas d'avis, hein, peut-être que c'est le cas, mais selon eux, en fait, ils gagnent, ils ont un gain en santé après avoir pratiqué ces jeûnes. Et donc ils vont chaque été aller faire leur stage de jeûne pour se détoxifier ou regagner en énergie, etc. Donc il Alors, y a peut-être aussi quelque part dans cet usage quelque chose à porter à la connaissance, par exemple, pour être plus concrète, des généralistes. Quand une femme parle de régime, il y a peut-être, voilà, quand même beaucoup de médecins généralistes sont un peu dans le rejet de ce genre de pratique, et je pense que c'est ça a l'effet de la prohibition de l'alcool, il y a un siècle. Je pense que ça fait que ces pratiques sont faites en dehors des professionnels de santé, en dehors des médecins, et que peut-être, par exemple, sur les usages du jeûne pour maigrir chez les femmes, ce serait peut-être intéressant de partager tout ça. alors, ce que vous dites est très intéressant. D'une part parce que, quelque part, on est déjà initié une réponse à ce genre de situation où les gens, de toute façon, vont aller consulter, quoi qu'en disent leurs médecins généralistes.
et même vont le cacher à leur médecin généraliste parce que c'est un petit peu honteux, hein, parfois de se tourner vers des pratiques un petit peu floues comme celle-là. Donc nous-mêmes, on a ressenti donc cette carence ce qui nous a amené à mettre en place un dispositif, une commission spécialisée santé, éthique, idéologie à l'espace éthique méditerranéen. Mais par contre, se pose une question. Alors, j'ai vu que vous avez évité le mot évaluation scientifique avec beaucoup d'adresse, parce que la plupart de ces pratiques, peut-être pas toutes, ne donnent pas accès à l'étude scientifique parce elles ne sont pas préhensibles, elles ne sont pas accessibles à nos sens. On ne peut pas les observer avec un microscope, hein, genre les méridiens, etc., les énergies subtiles, enfin tout ce sur quoi la plupart de ces pratiques non conventionnelles sont censées agir. Et donc, se pose quand même la question de, voilà, faut-il les évaluer? Ou y a-t-il quelque chose à évaluer dans ces pratiques? Voilà, bon, vous avez parlé d'une partie, la partie, je dirais, sociale, psychologique, hein, les effets psychologiques, sociaux sur l'individu, mais sur les pratiques elles-mêmes, au point de vue scientifique, est-ce qu'il y a quelque chose à évaluer? Alors, j'ai pas évité, le sujet de l'évaluation scientifique dans mon mémoire, parce que je parle justement de pousser, la science à s'emparer la science et la recherche à s'emparer des sujets. Et l'objet de l'observatoire, c'est pas de faire les recherches elles-mêmes, hein, mais déjà de collecter tout ce qui aurait été déjà fait, de documenter l'existant et éventuellement de coordonner des travaux scientifiques, mais j'en parle dans le mémoire, hein. Et c'est quand même bien le but. Après, tout ne sera pas évaluable, mais justement, je pense qu'il ne faut pas, au contraire, s'interdire et enterrer ce qui n'est pas évaluable. Il faut dire: «Bah, ce n'est pas évaluable». Mais par exemple, le jeûne qui est, pratiqué officiellement en Allemagne dans certains contextes, a été évalué apparemment en Allemagne. Donc, il faut pourquoi on s'interdirait d'en parler, de dire, qu'il faut que, la science, étudie, dans un parcours d'oncologie, le rôle éventuel du jeûne? Mais encadré médicalement, puisque a priori, ça permettrait de mieux supporter la chimio. Moi, je ne suis pas spécialiste, hein, du sujet, donc je ne vais pas m'aventurer là-dessus, mais le but est bien que la science s'empare du sujet, que ce soit coordonné et surtout coordonné par une institution, publique. Et si je parle de l'OFDT dans mon mémoire, c'est aussi parce que je pense que ça doit être cet observatoire, même si après on peut faire, mandater, des associations donc du privé et avoir, une stratégie de délégation de service public. Je pense que ça doit être une mission interministérielle et de toute façon étatique et qu'on est dans l'ordre, du régalien, quoi. Mais je m'interdis certainement pas de parler de recherche scientifique, bien au contraire. Je n'attends qu'une chose, c'est qu'on me dise si oui ou non le CBD est réellement efficace sur ma maladie rhumatologique. Je l'ai fait exprès, hein, j'essaie de vous piéger, mais vous avez bien bossé la question. Alors là, alors du coup, bah, là, cette fois, d'ailleurs, je vais mettre pour illustrer mon propos, heu une autre diapo, hein. Hop, elle est là, c'est ici. Je vois embarquer tous les acteurs avec un discours apaisé porté sur le bien commun. Alors là, moi, je suis d'accord, hein, a priori. Sauf que dans les acteurs mentionnés donc, sur cette diapo, je vois Médoucine, par exemple. Hein, vous le voyez là, Mmh. voilà, hein, c'est le premier Oui, carré. oui, oui, oui. Il y a Oui, Médoucine. oui. Et lorsque je suis allé sur internet, j'ai vu que Médoucine proposait donc au public des pratiques thérapeutiques non conventionnelles, mais que beaucoup, en tout cas certaines, étaient très improbables, comme le FT Emotional Freedom Technique, les fleurs de Bach, l'hypnose spirituelle. Chez les psychopraticiens, donc ceux qui n'ont pas de diplôme universitaire pour pratiquer la psychothérapie, faisant de l'analyse transgénérationnelle, par exemple, ce qui nous rappelle la psychogénéalogie, des naturopathes, des acupuncteurs non médecins, ce qui, à mon avis, en France, je crois que c'est interdit, hein. On ne peut pas piquer si on n'est pas professionnel de santé.
Enfin, des choses comme celle-là, moi, je serais un petit peu inquiet de voir, comme partenaire, c'est-à-dire c'est un petit peu le cheval de Troie, qui entre dans la place là, qui entre dans le dispositif, de l'observatoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense oui, alors là, il y a du gros farfelu. Je pense à l'histoire de la généalogie là. J'ai fait ça aussi dans le dans mes pratiques farfelues. Bien, J'avais oublié, mais j'en oublie, vous ça va faire imaginez même monter pas. votre cote tout ça, hein, je vous le dis. Je pense que oui, il y a du totalement farfelu, ça c'est indéniable, mais enfin c'est indéniable. Je pense que tout le monde vous dira pas ça, mais je pense qu'on ne peut pas exclure, un acteur comme Médoucine ou d'autres, de cet observatoire enfin, en tant que partie prenante de l'observatoire. D'abord parce que je suis dans un cadre de démocratie en santé et finalement Médoucine représente un usage. Et qu'on est obligé de donner la parole, à ses usagers. Sinon, enfin, c'est voilà, on n'est plus on est hors de mon champ de démocratie en santé. Et le sujet, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain ou je ne sais plus comment on dit, de trier le bon grain de l'ivraie, voilà. Et ce n'est pas cautionner ce que propose, Médoucine, ce n'est pas, cautionner toutes les pratiques que propose Médoucine, c'est mettre Médoucine à la table des discussions. Après, je suis pas rentrée dans le détail de, Médoucine doit-il être, vraiment, dans la gouvernance de l'observatoire? Pas forcément, mais il faut discuter, avec ces gens-là. En plus, Médoucine, c'est quand même un partenaire de si vous regardez leurs références sur le site, de grandes entreprises, de nombreuses mutuelles, dont celle pour laquelle je travaille. Enfin, il y a un moment donné, on peut pas les exclure. Donc, je dis pas forcément qu'il faut les mettre, dans la gouvernance de l'observatoire, mais ils sont partie prenante et il faut discuter avec eux et il faut les mettre à la table des discussions. Oui, à la limite, les discussions, mais se poser des questions de pourcentage, d'influence et cetera, pour éviter, ce qui se passe dans certains autres pays, hein, où, je dirais le chaman est quasiment à égalité, ou même le concept de Heilpratiker en Allemagne, hein, il sera tout aussi bien, enfin avec des pratiques qui ne sont pas, évaluées et c'est, très à risque, hein, en général, c'est, ce qu'on a observé dans le temps, c'est plutôt les militants, fanatiques, illuminés et cetera, sont toujours plus forts que la majorité, modérée. Ah bah, on le voit actuellement avec toutes les mouvances complotistes, Mmh. c'est évident. Qui ne sont Là, il y a un pas risque. majoritaires en nombre. Oui, oui, non, mais c'est clair. Mais je pense qu'il y a un risque dans la prohibition aussi. Mais après, comme vous dites, ça dépend quel est le poids qu'on leur accorde ouais, dans la gouvernance, dans quel rôle on leur donne, dans tout ça. Mais par exemple, vous parlez de naturopathes, moi, autour de moi, il y a des gens qui ont eu des cancers, qui sont allés voir des naturopathes et qui disent que, ils ont mieux vécu la chimio avec l'aide du naturopathe. Et il y en a aussi une qui m'a dit qu'en effet, elle est tombée sur un naturopathe extrêmement gourou qui aurait pu l'entraîner plus loin. Heu, donc voilà, mais je pense qu'on il faut s'emparer du sujet, il faut pas l'écarter et comme, actuellement se développent de nombreux, médias ou, rubriques dans les médias de désinfox, de désintox, voire le gouvernement s'empare aussi du sujet de la désintox et de lutte contre les fake news et tout ce que peut colporter, la mouvance complotiste actuelle. Je pense il faut s'emparer du sujet et discuter avec ces gens-là et après, heu, moi je reconnais que dans ce que propose Medoucine, il y a des choses que je trouve très discutables et pourtant, c'est cautionné par de nombreuses mutuelles, quelque Oui, part, parce que là, pour le coup, elle cautionne. Heu, mais du coup, pour avoir discuté avec Solange Arnaud, bah, donc qui est partenaire, à titre professionnel, elle-même n'est pas, tout à fait, favorable aux termes de médecine douce. Elle a publié avec des médecins dans l'IB il y a pas longtemps une tribune où elle-même dit que médecine douce, c'est pas forcément le bon terme. Mais il faut en discuter avec eux. Il y a peut-être des choses qui sont à évacuer, qui sont à proscrire, mais si on n'en discute pas avec eux, je pense qu'on bah, c'est comme l'alcool dans les années 30, hein, ça va se faire en douce.
Enfin, voilà, après, le côté dérive sectaire, c'est vous qui êtes quand même plus à même d'en parler, vous connaissez mieux le sujet, mais moi, je pense que c'est un risque de ne pas mettre autour de la table ce genre d'acteurs. Alors, Et comme oui, pardon, excusez-moi. Et comme le disait Mathieu Vidard dans sa tribune à lui, ça représente quand même un nombre. Alors à l'époque, c'était 6 sur 10 Français qui ont recours à tout ça. Donc, et je pense qu'on est dans une période où c'est pas bon de ne donner la parole qu'aux acteurs scientifiques, même si moi je crois essentiellement à la science, en disant c'est eux qui vont vous dire ce que vous devez faire. c'est pas idiot ce que vous dites. D'ailleurs, je crois que nos parlementaires, dans leur rapport parlementaire de 2013 sur les sectes à la santé, donc c'était le Sénat, Oui, oui. Alors, c'était eux qui étaient à l'institution, hein, qui organisait, qui gérait et qui aussi, C'est un excellent rapport. a produit l'institution qui a produit le rapport lui-même, mais ils ont invité les victimes, les associations à parler, ils les ont auditionnés, ainsi que certains, je dirais de ceux qui auraient été des, comment dire, des générateurs de dérives sectaires ou de dérives thérapeutiques. Donc, ils ont écouté tout le monde pour faire un rapport. On pourrait l'envisager sous cette forme, peut-être, effectivement. Oui. Mmh. Donc, et c'est Oui, oui. vrai qu'il est difficile de ne pas, je dirais, de ne pas en tenir compte, de tenir compte de leur avis pour ensuite faire une analyse, certainement se rapprochant de ce qui est le plus sûr, c'est-à-dire la connaissance et non pas la croyance. Ça, c'est clair. Oui, tout Alors, à fait. je trouve que là encore, dans cette difficulté à, comment dire, à filtrer aussi, parce qu'on ne peut pas inviter tous les partenaires de toutes sortes. Il faut faire un choix, un tri. Ça fait penser à une démarche que nous avons déjà eue, vous savez, notre charte des praticiens et acteurs du corps et de l'esprit. Vous avez vu, on a évité le mot thérapeutique aussi, parce que comme vous, on a anticipé le problème. Et certaines institutions utilisent ce filtre pour accepter ou non des intervenants dans les installations publiques, hein, ouvertes au public, pour éviter qu'on ait des sectes ou des charlatans ou des gens dangereux. En tout cas, bon, c'est un filtre. Ça ne filtre pas tout, mais ça a une utilité. Et peut-être que cet observatoire serait alors un niveau, donc un cran au-dessus de cette première démarche qu'on a plus ou moins initiée, mais qui permettrait d'envisager avec un staff peut-être plus compétent, plus élargi, plus structuré, de répondre à ce besoin-là. Parce que si on en est à 8 sur 10, 8 Mmh. personnes sur 10 ayant recours à ces pratiques, je pense que c'est très, très difficile d'y échapper. Il faut Oui, oui, absolument faire quelque chose. absolument. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous et je pense en effet que, bah, vous avez posé, quelque part une première brique et que cet observatoire, il doit, en effet arriver à affiner ces histoires de filtres, comme vous dites, à pouvoir un petit peu mieux circonscrire, qu'est-ce qu'on pourrait, bah, cautionner, comme vous disiez, qu'est-ce qu'on pourrait, mettre dans une charte. Donc après, il faut définir les critères de ce qu'on va cautionner. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement, pas prouvé scientifiquement? Ça peut être, par exemple, pour revenir à Médoucine, alors là, c'est moi qui dis ça, hein, mais l'obligation légale de dire: «Ceci n'a jamais prouvé son efficacité, scientifiquement, voilà, ceci n'a pas été reconnu, par le ministère de la santé, ceci oui». Voilà, ça pourrait être l'impératif de mention. Et donc je pense qu'en effet, vous avez posé déjà la base vers quoi il faut tendre. Donc c'est comment on encadre tout ça, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas, qu'est-ce qu'on donne comme avertissement, comme ça a été fait, par le passé pour, justement pour les drogues. Enfin quelque part, il y a déjà un existant sur les drogues, voilà, par exemple pour le CBD, clairement, c'est en vente libre partout, dans les boutiques spécialisées, sous prétexte qu'il n'a pas été prouvé que ça avait des effets néfastes. Oui. Mm. Mais personne n'a dit que c'était, Que c'était efficace. que c'était efficace, voilà. Bon là, c'est un peu, c'est le b.a-ba, hein, Oui. mais je pense qu'il faut pousser plus avant, comme ça a été fait pour la cigarette, pour l'alcool, pour l'alimentation, avec un principe peut-être de ouais, d'encadrement, de mention légale
à appliquer. Et puis, il y a dans cette cartographie et cette analyse, identifier les pratiques, ce qui avait été fait, hein, dans ce rapport du Sénat, les pratiques qui donnent le lieu au plus de dérives, avec peut-être un degré de dangerosité. Et il y en a peut-être qu'il faut juste complètement interdire. Et là, derrière, après, bon, moi, je ne vais pas jusque-là, hein, mais comment, une fois qu'on a identifié la dangerosité, on interdit, par exemple, à un naturopathe de pratiquer du jeûne hydrique qui présente des risques sur les gens? Comment on l'encadre? Est-ce qu'on l'interdit complètement? Est-ce qu'on dit qu'il doit y avoir un bilan médical ou un certificat médical qui doit être présenté? Est-ce que la personne qui loue le lieu n'a pas des garanties à demander? Parce qu'il y a quand même zéro, zéro, zéro encadrement légal. Eh C'est oui. impressionnant, quoi. N'importe qui peut faire n'importe quoi. Et est-ce que la personne qui loue un lieu n'a pas sa part de responsabilité? Enfin, du coup, je pense que vous avez posé une première brique. Il faut que l'observatoire aille beaucoup plus loin. Et derrière, il faut réglementer tout ça. On ne doit pas laisser n'importe qui autoriser, enfin, faire des jeûnes je crois qu'il dit sur son site qu'il peut aller jusqu'à 42 jours sans aucun contrôle médical, sans Ça aucune ressemble au obligation. respirianisme, hein, ou au Oui, pranisme. oui. Et j'entendais ce matin sur, alors rien à voir, mais le couple qui fait un jeûne à Calais, à propos des migrants, de la situation des migrants, dans cette zone. Un médecin disait, 3 semaines de jeûne total, donc de jeûne hydrique, parce que pour le coup, ils ne boivent que de l'eau. À partir de 3 semaines, ça laisse forcément des traces sur le corps. Donc c'est pas normal que dans un pays comme la France, de nos jours, on laisse faire ça sans aucun encadrement. Eh oui. Donc je pense qu'il y a d'abord un travail un peu, de cartographie, reprendre un peu tout ce travail déjà qui a été fait par, tout un tas d'acteurs comme vous, comme le Sénat, et actualiser tout ça, mettre, au pot commun, et puis après il y a une recherche à initialiser et puis tant que les preuves n'ont pas été faites, il faut que la loi s'empare, enfin que le Parlement s'empare du sujet, ça doit être précisé. Et on ne doit pas, laisser, alors là, on est vraiment dans le sujet de la défense de l'usager et de la démocratie en santé. On ne doit pas laisser les gens aller, délibérément vers ce genre de pratiques, sans qu'on les ait préalablement, avertis des risques. Alors, ce que vous dites est intéressant parce que je crois que nos amis espagnols nous ont doublés, voilà, Ouais. puisque je crois qu'ils ont mis en place une sorte d'observatoire Ah des oui, j'avais pratiques pas vu, non oui, conventionnelles. vous m'apprenez, ouais. Bon, j'ai de la presse venant d'Espagne, il faudra que je vous la transmette. Oui, 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 avec bien volontiers, ouais. En tout cas, vous ouvrez là, avec votre idée d'observatoire, vous ouvrez là un débat et peut-être un sujet Mmh. vraiment non seulement à étudier, mais je pense que ce serait utile de le mettre en place actuellement parce que c'est devenu une pratique massive, hein. Ça attire énormément de gens. Alors, Bah, ça m'intéresse beaucoup, pardon, de voir où est-ce qu'a fait l'Espagne et puis, bah, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, mais je pense qu'il faut que ce soit des acteurs comme vous aussi qui portiez, le projet, voilà, enfin, ce ne sera pas moi individuellement, simple Cécile Gendreau, heu, il bah, faut que ce soit un acteur déjà, connu et puis qui a les compétences de faire quelque part du lobbying aussi. tout à fait. Votre entrisme à vous. Donc, merci Cécile d'avoir répondu à mes questions. Donc, alors Merci à pour vous. ceux qui nous regardent, donc ils vont nous voir sur notre chaîne YouTube Secte Info Gempi, mais sous la vidéo, il y aura donc les liens vers votre mémoire. Mmh. Donc, ça va permettre aux gens peut-être de réfléchir et de réagir sur ce travail. Bien sûr, c'est une ébauche peut-être de quelque chose qui va se faire par la suite, un point de départ. Et donc, je serais très intéressé d'avoir des avis à ce sujet-là. Un grand merci à vous, Cécile. Merci beaucoup à vous, Didier. Au revoir. Alors, on va